Non, parce qu'en fait, avec cette information, En santé. Je sais pas ce qu'ils ont acheté, Jacqueline. C'est Jacqueline qui s'occupe des plantes. C'est pas des outils. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être venus en si grand nombre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hélène Hamel. Moi, je suis avec le Centre Paramita depuis 2010-2011 et j'y enseigne depuis 2016. Et vous allez passer les quelques minutes qui s'en viennent avec moi. On va parler de quoi? On va parler de calme mental. Mais on va parler de calme mental dans un objectif très quand même précis. Hein? Le festival s'appelle le Festival pour la compassion pour tout le monde, le Festival pour la paix mondiale. Mais la paix mondiale, c'est surtout une question ici qui est très épineuse présentement avec tout ce qui se passe politiquement parlant. On le sait que la paix mondiale, elle est très difficile à installer. Celle qu'on a présentement, la guerre qu'on voit beaucoup présentement, elle est présente à nous de façon plus précise depuis 3 mois. Mais il y a aussi régulièrement, il y a encore beaucoup d'autres guerres qui sont toujours sous-jacentes. Je ne vous parlerai pas de politique, ce n'est pas du tout mon domaine, puis ce n'est pas ça qui va nous calmer, parce que si on veut parler de calme mental, on va parler de quoi? On va parler, bien sûr, de la paix intérieure. Parce que la paix mondiale, quand on la regarde, très souvent qu'on dit on ne peut pas rien faire, hein, on se sent souvent démuni, on se sent souvent impuissant face à tout ce qui se passe. On n'est pas des dirigeants, ce n'est pas nous qui prenons les décisions, ce n'est pas nous qui allons en guerre, ce n'est pas nous qui allons combattre. Et on se demande, on dit tout le temps, qu'est-ce que je peux faire? Comment on peut apporter notre aide, aussi minime soit-elle? Comment on peut faire un changement dans tout ce qui se passe dans le monde?
on peut y apporter. Il ne faut pas penser qu'on n'a pas notre partie aussi là-dedans, qu'on n'a pas une petite partie qu'on peut changer. C'est sûr que ce n'est pas parce que vous êtes ici aujourd'hui, qu'on est ensemble, qu'on fait la méditation, qu'on fait la pratique bouddhiste, que du jour au lendemain, ça va changer. Hein? On ne pourra pas. Mais c'est le Dalai Lama, si ma mémoire est bonne, qui dit si la méditation était enseignée à tous les enfants, en l'espace d'une génération, il n'y aurait plus de guerre. Parce que la guerre, elle commence où? La guerre, elle commence avec soi-même. La guerre, elle commence avec nos perturbations mentales. La guerre, elle commence avec nos difficultés personnelles. Bien sûr, ce ne sont pas des grandes guerres qui sont associées avec d'autres grands conflits. Ce ne sont pas des grandes guerres qui paraissent dans les journaux. Ce ne sont pas ces guerres-là dont on va parler aujourd'hui. Mais c'est la guerre avec nos perturbations mentales. C'est la guerre avec notre esprit. Pas parce que notre esprit, on veut le détruire, mais plutôt on veut le discipliner. C'est à ça que sert le calme mental, à discipliner notre esprit pour qu'il nous écoute, notre esprit. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? Ce qui nous empêche d'être heureux, hein, au moment où on est ensemble ici, présentement, il n'y a à peu près aucune raison de ne pas être heureux. On a probablement, vous avez mangé des petits biscuits tibétains ou d'autres biscuits, ça nous fait du bien. Hein, on a pris un bon petit liquide aussi, un bon petit thé, ça nous met de bonne humeur. On a pris un peu d'air aussi pendant la pause. Hein, et on n'a aucune menace autour de nous. Nous sommes ensemble et il n'y a absolument rien qui nous empêche d'être heureux. Mais pendant que je vous parle, pendant qu'on est ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que votre esprit, il ne reste pas à la même place que votre corps. Votre esprit, il s'en va dans le passé, très souvent dans le passé, toujours dans le passé. Hein? Il s'en va dans le passé, il pense à quoi? Il pense, entre autres, pendant que je vous parle, certaines personnes vont se dire « Ah, est-ce que j'ai barré mon appartement en le quittant tout à l'heure? Hein? Est-ce que je vais avoir des problèmes avec mon stationnement? » Là, on va se poser des questions dans le futur. Quand on est dans le passé, on a un bout de temps dans le passé et tout d'un coup, on s'en va dans le futur. On passe de l'un, notre esprit va passer de l'un à l'autre comme ça. Quand on est dans le passé, on pense parfois à nos vieilles chicanes, à ce qu'on a eu, ou à des moments qui ont été beaux dans le passé. Et là, on va avoir souvent aussi des nostalgies, des choses comme ça. Et là, c'est difficile d'être heureux si on est souvent dans le passé ou souvent dans le futur. Si on est toujours préoccupé par ce qui s'est passé dans le passé ou par ce qui va arriver dans le futur, notre esprit ne peut pas atteindre le calme mental. Et il est où le bonheur? Il est là, dans le calme mental. Il est dans cette paix intérieure-là. On les voit, les moines, là, quand ils vont méditer. Et nous aussi, quand on médite, pour ceux, je connais ici certains d'entre vous qui méditez, hein, cette paix-là qui s'installe tranquillement à l'intérieur de nous, c'est là qu'elle est la paix. Mais si je veux obtenir cette paix-là, hein, je vais apprendre à ce moment-là à discipliner mon esprit. Ah, l'esprit, c'est la fiche du calme mental, pour ceux qui ont suivi le cours. C'est ce qui est en arrière ici, c'est ce que vous avez aussi sur le tableau en avant, sur le bureau en avant. C'est comme ça que notre esprit est. Notre esprit ici, c'est l'éléphant. Vous voyez, l'éléphant, là, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est ça le problème avec notre esprit. Fait que si on veut qu'il soit un ami, qu'il soit positif pour nous, notre esprit, il faut lui apprendre à ce moment-là à écouter ce qu'on va décider. Ce qu'on décide, ce qu'on veut faire à ce moment-là, qu'il nous écoute, on va lui dire, on va lui donner des choses et on va lui dire des choses, des objets à méditer pour qu'il reste à ce moment-là à cette place-là. Pour éviter qu'il aille dans le passé, pour éviter qu'il aille dans le futur. Donc, ça, c'est le terme pour le calme mental. Pourquoi on étudie le calme mental? Donc, on a fait une petite méditation tout à l'heure avec Lama, quand il a terminé ses chants, juste un petit peu avant de la dire.
Donc, je vous propose une autre méditation. Il y a eu quand même de l'agitation. L'agitation ici n'étant pas négative, parce qu'avec vous, l'agitation, c'est toujours agréable de vous avoir comme ça ici. C'est une méditation, mais qui nous fait quand même penser à beaucoup de choses. On se dit, ah oui, où je l'ai vu, cette personne-là. Oh mon Dieu, je voudrais aller la voir parce que je voudrais avoir des nouvelles, comment ça va pour un tel, une telle. Puis on est là à se poser des questions. Puis on se dit, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Et on est toujours en train de penser comme ça. Fait on va essayer, pour notre première méditation ensemble, on va voir si notre esprit va nous écouter. On va faire, est-ce que, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent le cours de calme mental, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais quand même y aller avec le début au niveau des techniques. On va essayer à ce moment-là de demander à notre esprit d'être vraiment avec nous présentement. Donc, que l'esprit soit à la même place que le corps. Donc, on va commencer, je vais faire un gong pour commencer. Juste inspire, expire. Inspire, expire. Essayez juste de suivre votre souffle. Forcez-le pas, là. Essayez pas de prendre des grosses respirations ou de gonfler le ventre ou toutes ces choses-là. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que vous demandiez à votre esprit simplement de suivre l'inspire et l'expire. OK? Donc, juste faire ça et on va voir qu'est-ce que votre esprit va faire. De préférence, installez-vous confortablement, c'est ça qui est le plus important. Si vous avez un peu plus d'agitation, fermez les yeux complètement parce que des fois, quand on veut faire de la méditation, on recommande les yeux mi-clos. Cependant, le problème avec les yeux qui sont mi-clos, on voit des choses qui passent en avant. Fait que si vous voyez un peu des choses, c'est peut-être préférable de commencer pour ceux qui ne sont pas habitués. À ce moment-là, les yeux complètement clos, ça va faire un peu moins d'agitation. L'esprit va avoir un peu plus de discipline comme ça autour de lui. Donc, on va faire une première méditation pour diminuer cette agitation-là qu'on a eue, une bonne agitation, mais quand même une agitation qu'on a eue pendant la pause. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je veux que vous vous sentiez vraiment à l'aise. Vous êtes ici chez vous. Hein? Le centre Paramita, c'est un centre qui est ouvert pour tout le monde. Donc, vous êtes ici, vous prenez vos aises. Si vous avez des questions, vous les posez. Il n'y a aucune mauvaise question. Il faut vraiment se sentir bien et à l'aise ici. Ça vous voit comme ça? Okay. Donc, on va essayer de voir comment on peut faire quelques minutes avec la méditation. OK?
déjà descendu, hein? L'agitation moins grande. Il y avait plus d'agitation autour de nous qu'en nous-mêmes ici. C'était vraiment très, 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 très calme. Hein? Donc, aucune agitation. Physique. Est-ce qu'il y avait encore de l'agitation mentale? Est-ce que votre esprit est resté avec votre corps? Oui. En fait, c'est sûr que moi, j'avais tout le temps des pensées qui me venaient. C'est ça le plus difficile, de cesser le flux des pensées. Mais quand même, j'arrive à laisser aller. Là, je me place sur la respiration. Mais les pensées reviennent souvent très vite. Heureusement, c'était des bonnes pensées. C'est tout du bon. Là, mais c'est ça. C'est ça qui est la concentration, de juste laisser aller les pensées. Puis depuis l'enfant de moi, c'est ce que j'avais compris, la méditation, cesser le flux des pensées, ça aide. Mais il faut, comme on dit dans la philosophie bouddhiste, les pensées vont toujours passer. Oui. Il faut apprendre à les laisser passer sans les suivre. Hein? Donc, il ne faut pas s'attacher à la pensée, mais il ne faut pas se demander de ne pas avoir de pensée. L'esprit est là, c'est un concepteur de pensée. Donc, il faut vraiment, à ce moment-là, quand on a des pensées, revenir. Ce n'est pas pour rien hein, qu'on essaie de lui faire penser, de lui faire à ce moment-là cibler autre chose comme objet au lieu de s'en aller sur nos pensées. On va dire, on va ramener l'esprit pour le faire comme ça, pour être capable de revenir. Pourquoi on veut discipliner cet esprit-là? On dit dans la philosophie bouddhiste que quand l'esprit va être discipliné, on va être plus heureux. Les gens, des fois, nous disent, je ne vois pas le rapport entre un esprit qui est discipliné et le bonheur. Un esprit discipliné va nous permettre de voir réellement comment ça se passe à l'intérieur de nous. Dans le sens suivant, c'est que quand l'esprit est discipliné, il est capable de s'auto-observer aussi, il y a cette faculté-là. Donc, on est capable de voir les choses qui vont arriver, les pensées qui vont arriver, et ce, dans notre quotidien. Parce que le calme mental, ce n'est pas quelque chose qu'on garde juste ou qu'on développe juste quand on est assis sur un coussin ou sur une chaise. Le calme mental, c'est pour avoir des habitudes d'attention et de concentration dans notre quotidien aussi. Parce que je veux être pleinement consciente de ce qui se passe et autour de moi et aussi à l'intérieur de moi. Donc, si je veux faire ça, si mon esprit à ce moment-là est bien discipliné, il va me permettre d'observer comment montent les émotions, comment montent les impulsions, comment les choses se passent à l'intérieur de moi pour que j'en arrive à porter des actes et des paroles qui sont violentes. On prend juste un exemple banal. Pendant qu'on méditait, il y avait du monde en bas qui faisait du bruit, puis on avait nos voisins en haut aussi qui marchaient. Et qu'est-ce que mon esprit pense? Qu'est-ce qu'il fait quand les choses comme ça arrivent? Si je ne suis pas bien concentrée, si je n'ai pas pratiqué une bonne méditation, je vais les entendre assez bien. Ils ne seront pas comme quand on développe le calme mental, tout devient un peu comme en sourdine. Les bruits semblent plus loin, la vision, on ne voit plus comme ici, je ne verrai plus les détails ici de la nappe. Okay? Donc, on laisse tout comme en veilleuse, en sourdine. Mais quand mon esprit n'est pas assez calme, hein, là, on s'accroche. Hein, on parlait de comment c'était facile de s'accrocher à autre chose. Hein, on entend les pas du voisin en haut. Et là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Si on est assez attentif, on va voir des choses comme: comment ça se fait, lui, qui attend qu'on soit bien tranquille pour qu'il marche, pour qu'il vienne nous déranger? Hein? Il doit faire par exprès le voisin en haut, juste vraiment là, parce qu'il n'est pas content après nous, parce qu'on fait un festival, puis là, le stationnement est plein, ou je ne sais pas quelle autre raison. Et là, on peut se mettre à imaginer, parce que ça, notre esprit est très bon pour imaginer toutes sortes de raisons comme ça. Et là, les émotions vont monter, puis vont dire: hey, nous, on fait des choses vraiment importantes. On travaille pour la paix mondiale, à avoir la paix intérieure, puis il y a du monde qui vient nous déranger. Et là, l'ego
va se nourrir beaucoup de ce genre de pensée-là. Et qu'est-ce que ça amène? Si je reste dans ce genre de pensée-là, ça veut dire à ce moment-là que quand je vais avoir fini, puis qu'à un moment donné, si je rencontre mon voisin en haut, qui est peut-être très, très, très content de nous voir comment on est ici ensemble, mais qui a marché, tout simplement marché, mais peut-être qu'il va me dire « Hey, allô, je suis content pour vous, tu sais, tout ça. » Puis là, je vais peut-être « Oui, mais là, tu es peut-être fatiguant, arrête de marcher. » Donc, je vais tout de suite avoir un relent d'agressivité envers mon voisin parce qu'il nous a dérangés. Ça, c'est ça qu'il faut observer. Si on veut vraiment en arriver à avoir une paix mondiale, on ne peut pas penser qu'on n'y est pas partie prenante. La paix mondiale, elle commence par la paix intérieure, la paix que nous sommes capables d'installer à l'intérieur de nous. Parce que si je suis capable d'installer la paix intérieure, les gens pourront être agressifs envers moi. Je vais rester calme. Je vais rester calme parce que, comme Lema parlait tout à l'heure de la compassion, je vais avoir aussi, à ce moment-là, suffisamment développé la compassion avec mon calme intérieur pour me dire, s'il y a une personne qui m'agresse, non pas que c'est un agresseur, mais plutôt que c'est un être souffrant. Donc, quelqu'un qui pourrait ne pas être gentil avec moi, à ce moment-là, pour moi, ce ne sera pas une menace, mais ça va être quelqu'un qui va avoir besoin de compassion. Donc, si je m'en vais faire mon marché, puis que là, il y a quelqu'un qui vient me couper et prendre la place à la caisse, moi je pensais que j'étais pressée, au lieu de me fâcher après cette personne-là, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser passer en me disant, elle a probablement plus besoin que moi de passer tout de suite. Il y a peut-être quelqu'un qui l'attend. Ou peut-être qu'elle a un enfant qui est resté à la maison et qu'elle s'inquiète pour l'enfant. Donc, je vais avoir quoi? Je vais changer à ce moment-là ma façon de penser qui est toujours tournée sur moi, qui est toujours focusée sur moi. On est très, très, très préoccupé par ce qui nous arrive à nous-mêmes. Hein? On parle de l'ego, on parle beaucoup de tout l'égoïsme. Hein? Donc, l'égoïsme ou l'ego qui est toujours présent, qui prend beaucoup, beaucoup de place, fait que les autres sont beaucoup plus une menace à ce moment-là que quelqu'un pour m'aider. Au lieu de penser comme ça, on va essayer avec le calme mental de surveiller ses pensées pour voir comment les pensées s'installent et essayer de vérifier si les pensées que j'ai correspondent à la réalité. Si je dis que mes voisins sont fatigants, ce n'est pas parce qu'ils sont fatigants, c'est que moi, je leur prête cette intention-là. Mais ils ne font que marcher. Et si je reste sur cette idée-là qu'ils sont fatigants, ça va monter de plus en plus à l'intérieur de moi. Et c'est là que je risque, à ce moment-là, d'exprimer des paroles agressives. Et on le sait, si vous regardez les journaux ou les nouvelles, on en voit régulièrement comment des actes peuvent avoir abouti comme ça à des catastrophes, quand on parle juste des meurtres, comme sous le coup de la colère et de l'agressivité. La colère, c'est une des émotions la plus destructrices. Parce que dans un instant de colère, on peut faire des choses, des actes où, à ce moment-là, on peut détruire énormément, se détruire bien sûr. Et ça détruit tous nos mérites qu'on a accumulés, c'est-à-dire toutes les bonnes choses, les bonnes actions qu'on a faites antérieurement. Donc, si je veux diminuer toute cette place-là de l'ego, si je veux développer davantage de compassion, je dois passer par le calme mental pour observer comment mon esprit va passer. On va faire une deuxième méditation. Comme notre esprit s'envole très facilement, il faut lui donner plus de choses à penser. On va mettre le compte. Hein? On va y mettre inspire 1, expire 2, inspire 3, expire 4. Et on essaie de se rendre jusqu'à 21. Si on se trompe, ce n'est pas grave. Puis il ne faut pas se chicaner. Hein? Si on se trompe, on commence tous comme ça. On commence tous en faisant des erreurs. Puis même quand on est habitué, à un moment donné, notre esprit, on le perd. Ou il nous perd. Je ne sais pas lequel des deux est le plus important. Mais c'est ça, ce n'est pas toujours
aussi facile que ça de vouloir dompter son esprit, de discipliner son esprit. Mais tout le monde est capable avec le temps, avec la patience. Donc, on va faire avec le compte. Inspire 1, expire 2. Et on va commencer comme ça, tout doucement. Et on essaie de voir si l'esprit reste attaché au chiffre. Parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être faire inspire 8, mais on inspire tous des chiffres impairs. Là, il y a eu l'esprit s'est envolé et on ne s'en est même pas rendu compte. C'est le compte qui va nous avoir permis de se rendre compte qu'il était parti sans qu'on s'en rende compte. Est-ce que c'est bon? C'est clair? C'est beau? OK.
J'étais quasiment gênée de vous déranger. Vous avez l'air tellement bien parti. Hey, je suis fatigante dans ce temps-là. Moi. M'excuse. Pourquoi on veut développer le calme mental? Bien sûr, c'est pour notre bonheur. On veut avoir cette paix-là intérieure. Parce que quand je vais avoir la paix intérieure, qu'est-ce que je vais faire avec la paix intérieure? Je vais être beaucoup plus disponible aux autres. Je vais être beaucoup plus à l'écoute des autres. Je vais beaucoup moins me préoccuper de moi-même. Et je vais beaucoup observer comment mon esprit pense, comment mon esprit me fait réagir dans des situations parce qu'il y a eu des pensées de toutes sortes de façons, ce qu'on appelle les pensées conceptuelles, qui ont fait que ça m'a amené à porter des gestes qui sont regrettables par la suite. Ou toutes sortes d'émotions qui vont me faire vivre, comme la jalousie, comme l'attachement, le désir-attachement, des émotions qui sont difficiles des fois à dépasser, l'aversion de quelque chose. Hein? Donc, l'orgueil aussi, c'est sur des grosses perturbations mentales qui nous amènent beaucoup dans la souffrance. Donc, on essaie de dépasser ces perturbations-là, on essaie de les diminuer. Donc, quand j'observe comment mon esprit fonctionne, je suis capable de voir à ce moment-là qu'est-ce qui l'a amené à me faire poser ces gestes-là, ces différents actes. Parce que quand j'ai le calme mental, je suis capable de voir beaucoup plus ce qui se passe à ce moment-là dans mon esprit. Je suis capable d'observer ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on veut dans la méditation, dans le calme mental, surtout dans la philosophie bouddhiste? Elle a vraiment un objectif, le calme mental dans la philosophie bouddhiste. Des fois, les gens nous parlent de pleine conscience. La pleine conscience, dans la philosophie bouddhiste, c'est une étape dans la méditation parce qu'on veut aller plus loin. On veut aller plus loin que la pleine conscience. On veut ce qu'on appelle développer la sagesse. Ça nous prend le calme mental. On te dit, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est de voir la réalité telle qu'elle est. La façon dont on perçoit la réalité, nous, c'est qu'on se perçoit comme étant des entités autonomes. On parle beaucoup de vacuité, vide d'indépendance. Okay? Vide d'indépendance. Mais en réalité, on est tous reliés. Ça, c'est ça le gros problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Hein? On a l'impression que ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis a peu ou très peu d'impact autour de moi. Hein? On a l'impression que moi, je peux faire ce que j'ai décidé de faire parce que j'ai les droits à ma liberté, j'ai les droits de penser, j'ai les droits de faire mes choses, je ne demande rien à personne. Dérangez-moi pas les autres personnes, moi, je fais mon affaire. On est beaucoup cette façon-là de faire et de réagir et on se permet de penser, de dire et de faire des choses en pensant que c'est notre droit sans que ça ait un impact sur les autres. Ça, c'est une illusion. C'est là le gros problème. Et ça, c'est un des aspects aussi qui amène l'absence de paix mondiale. Parce que de la façon dont on fonctionne, on a l'impression qu'on n'a pas d'impact sur autrui, ou très peu, ou que c'est le problème des autres, mais que ce n'est pas mon problème. Dans la sagesse bouddhiste, on parle de l'interdépendance. L'interdépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui existe vient en dépendance de tout ce qui existe pour le reste. On est en lien avec tout le monde. On est en lien avec tout ce qui existe, que ce soit les éléments de la terre, les éléments de l'air, les éléments, mais les êtres humains, on est en lien avec tous les êtres qui nous entourent, les êtres sensibles, les animaux. Hein? On est comme un ensemble et on est tous reliés comme ça les uns avec les autres. Ça, on n'a pas l'impression qu'on est comme ça. Mais si on étudie comme il faut, si on regarde comme il faut, comment que les choses se passent, c'est qu'une simple petite action que je peux avoir peut amener des répercussions qui sont vraiment importantes sans que j'en ai pris conscience. Quand j'enseigne, moi, je donne des cours le jeudi soir, et des fois, je donne souvent le même exemple. On va faire un exemple d'interdépendance. On va prendre Hélène Hamel.
vous savez, Hélène Hamel, qui est ici, là, c'est une vieille fatigante. C'est vraiment, je vous le dis, elle est bien fatigante. Quand elle va faire son épicerie chez, je sais pas, IGA, on va dire IGA, excusez-moi. Là. Bon, on va dire chez IGA. Il faut qu'elle achète ses œufs, là, qui sont dans une barquette en papier, en carton, puis elle ne prend pas juste une douzaine, ça y prend une douzaine et demie, elle est bien fatigante. Un jour, elle s'en va chez IGA, et puis elle achète sa barquette, elle la met sur le comptoir. C'est une jeune caissière, une petite jeune caissière qui est là, qui est arrivée. Et puis là, elle a accroché, elle, les œufs, puis il tombe à terre. Ah! Là, la vieille fatigante d'Hélène Hamel est vraiment, vraiment là, tannée. Elle se met à engueuler la petite caissière pour lui dire « Hey, c'est quoi ton problème, toi? » Elle y va fort, elle y va vraiment fort. Tu pourrais... Puis là, moi, je suis pressée. Hein, bon, Hélène Hamel est pressée, elle est toujours pressée. C'est important ce qu'a fait Hélène Hamel. Hein. Donc, elle se dit « Non, moi, je vais avoir ma douzaine d'œufs. » Puis là, elle chiale et le ton de la voix monte. Et là, écoute, la ligne d'attente, elle monte en arrière. C'est vraiment, ça devient chaotique. À un moment donné, il y a un petit gars qui apporte un autre douzaine et demie à la madame Hélène Hamel, la vieille fatigante. Puis là, elle finit par partir, cette vieille fatigante-là. Tout le monde est bien content, là. Sauf le problème, c'est que la petite caissière, c'était sa première journée. Pauvre petite fille. Hey, c'était sa première journée comme caissière. Elle l'a trouvé vraiment dur. Elle a eu des problèmes aussi avec le gérant de l'épicerie. Et à un moment donné, il faut qu'elle se dépêche. Elle est monoparentale. Il faut qu'elle prenne son auto pour aller chercher son enfant. Elle va être en retard. Elle va payer une contravention. Écoute, là, elle a vraiment peur. Elle se dit, il faut que je me dépêche. Elle prend son auto. Et pour prendre l'auto, il faut qu'elle monte sur l'autoroute 40. Puis, pour l'autoroute 40, elle est tellement énervée à cause de la vieille fatigante Hélène Hamel, c'est épouvantable. Elle ne regarde pas trop quand elle monte sur l'autoroute et elle vient couper un jeune homme qui s'en venait comme ça, ici, sur l'autoroute 40. Le monsieur qui était là, le jeune homme qui était là en arrière, il avait son café, il était en train de boire son café. Il renverse son café sur lui, il est obligé de mettre les freins, il renverse une partie de son café sur lui. Hey, il n'est pas de bonne humeur, tu sais, tout ça. La vieille fatigante Hélène Hamel, elle, je ne suis pas occupée de ça parce qu'elle, c'est fini son histoire. Elle a eu ses œufs, elle est bien contente. Okay. Là, le jeune homme arrive, lui, à la maison. Écoute, il est dans tous ses états parce que là, tout est parti, son café est tout parti là. Il y a son petit garçon, hein, on a vu tout à l'heure, le petit garçon de Gabriel qui était là, 18 mois. Vous voyez comment que ça marche? Hein? Son petit garçon, il commence à marcher comme ça, à ce jeune homme-là. Et puis là, il arrive, il voit son papa. Ça fait 3 jours qu'il ne l'a pas vu, son papa. OK? Fait que, papa. Puis là, il saute dans les jambes du papa. Et puis, il serre fort comme ça. Et le papa, il avait encore du café. Il renverse son café. Et là, la tape part. Qui est responsable de la tape? La vieille fatigante. Entre autres choses. C'est la vieille fatigante. Hélène Hamel. Hein? On a l'impression, quand on fait nos choses, qu'il n'y a absolument des fois aucune conséquence. À partir du moment où on est capable d'observer notre esprit, on va être capable de se rappeler qu'on est dans l'interdépendance les uns avec les autres tout le temps. Donc, la moindre pensée que je peux avoir, il faut que je surveille ce qu'elle fait. La moindre, parce qu'elle va m'apporter, elle va m'amener à avoir des gestes, à avoir des paroles qui pourront être à ce moment-là dommageables pour les autres. Donc, je vais à ce moment-là pratiquer le calme mental et sur mon coucher, mais aussi dans mon quotidien, avec tous les gestes que je fais. Je vais essayer à ce moment-là de toujours observer mon esprit pour savoir quand est-ce que je peux porter des actes qui sont négatifs pour autrui. Puis s'ils sont négatifs pour autrui, ça veut dire qu'ils vont finir par être négatifs pour moi parce qu'avec l'interdépendance, ça va me revenir d'une façon ou d'une autre. Donc, tout ce que l'on fait, il faut penser que ça a un impact. On parle beaucoup d'impact environnemental, on parle de tout ça, mais il faut comprendre que ça va de façon encore plus précise autour de vous. Vous allez avoir des impacts partout comme ça. Quand vous allez quitter, tout à l'heure, on va faire une pause à midi, quand vous allez quitter, vous allez ouvrir la porte, vous allez rencontrer du monde sur l'avenue du Parc. Vous allez peut-être aller chez PA. Je ne devrais pas faire, en tout cas, pour aller acheter des affaires. Je suis en train, je vais me demander une cote à quelque part, hein, d'aller à l'épicerie pour aller vous chercher quelque chose. Je ne sais pas. OK? Mais n'oubliez pas, essayez d'observer votre esprit pour voir s'il peut rester là avec vous pour que vous ayez des gestes qui sont comme ça altruistes. J'ai une expression, au niveau littéraire, elle n'est pas bonne, là, parce que ça n'existe pas là, mais
pensez à déposer des perles de bonté comme ça un peu partout autour de vous. Hein? Il y a quelqu'un, à un moment donné, il peut avoir une vieille fatigante, encore la vieille fatigante. Il peut y en avoir une quand vous allez sortir, mais elle a peut-être besoin d'aide. Puis peut-être qu'elle n'a pas parlé à personne de la journée, de la semaine, du mois. Peut-être qu'elle est vraiment seule au monde. Fait que même si elle a l'air grincheuse, prenez le temps de lui faire un beau sourire. Si elle a de la difficulté à ouvrir la porte, ouvrez la porte pour elle. Faites-la passer avant vous à la caisse si elle a besoin, si vous voyez que la vieille fatigante, elle est vraiment fatigante. Tu sais. Donc, prenez le temps de déposer des perles comme ça un peu partout autour de vous. Parce que c'est de cette façon-là que la paix mondiale aussi va s'installer. Je ne peux pas changer la paix en Ukraine présentement, c'est sûr. Mais si chacun de nous, on est capable de déposer des perles de bonté un peu partout, tout autour de nous comme ça, notre environnement va devenir aussi meilleur et ça va irradier un peu partout comme ça. Donc, quand on dit que la méditation, si elle était enseignée à tout le monde, ferait qu'il n'y aurait plus de guerre, c'est ça qu'on veut dire. Parce que je vais à ce moment-là avoir toujours cette présence d'esprit-là, et ce bon cœur-là, cette compassion-là et le désir d'aider toujours autrui. Donc, c'est à ça que sert le calme mental. Par le calme mental, je suis capable de développer cette habitude-là qui est moins égoïste et beaucoup plus altruiste avec cette compassion-là. C'est ici qu'on termine. Fait que je vais vous souhaiter une bonne continuité. N'oubliez pas de penser que chacun, le moindre de vos gestes, a une portée qui peut amener à faire un changement, même au niveau mondial. Je vous laisse la paix. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça va être la pause, ça va recommencer seulement à 2 heures. Bon. Est-ce que c'est Ah, mais j'ai jamais été. C'est pas comme ça. Ah, j'ai pas regardé. Peut-être qu'on va faire, parce qu'on pourrait. J'ai pas. Moi, je suis pas marché. Moi,
Ça va?